messieurs, on va entamer cette émission alors que notre invité arrive dans les studios. Il va venir s'installer. On est en plein direct. Oxford, tu vas nous parler de la nouvelle série du coup que le TEF a lancé. C'est l'épisode 2 qui sème le vent. Exactement, ouais, c'était la fameuse nouvelle série du TEF on en avait déjà parlé la semaine dernière. Donc dans les deux, épisode 2 qui sème le vent. Donc cette fois on s'attarde sur une fois de plus la saison du TEF et 10 minutes concentrées sur la défaite contre Caen et surtout contre le sursaut contre Auxerre 6-0. C'est là qu'on voit une causerie assez musclée et engagée du coach Montagnier. Alors dans une espèce d'amphi, j'avoue que j'ai pas été capable de savoir où est-ce que c'était, mais il y avait quand même un petit cadre cérémonial sympathique. Donc voilà, on voit c'est les causeries d'avant-match généralement, je pense peut-être à l'extérieur, je sais pas. Je sais pas, c'était un lieu un peu classe quand même, donc je serais incapable de te dire où est-ce que c'était, mais c'était vachement beau. Et donc ouais, on voit que la petite pique de Mathias Autrette avait été prise au premier degré, donc ça a bien motivé l'équipe. Donc voilà, on s'attarde surtout sur Auxerre et l'épisode s'arrête sur le match nul à Charletti contre le PFC. T'as pensé quoi ? Peut-être plus intéressant que le premier épisode. Bon, après maintenant qu'on connaît le concept, on revoit encore l'avancée linéaire de la saison. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on se rend compte que Montagnier, qui est peut-être un peu plus discret en conférence de presse, là, cherche vraiment les mots et est vraiment humain avec ses joueurs. Et c'est là qu'on voit que c'est un très bon dirigeant pour un groupe et un très bon entraîneur, tout simplement. Avant d'enchaîner, bienvenue et bonjour David. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Du coup, parle bien proche du micro pour qu'on t'entende de bien. Du coup, est-ce que toi tu l'as vu la série ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Vincent, toi, tu l'as vu ou pas ? J'ai le premier épisode, j'ai pas eu le temps encore de voir le second. Bon, il m'a donné envie quand même, Oxens. Je pense que je vais jeter un petit coup d'œil pour prolonger un petit peu l'aventure TFC pendant cette petite pause forcée. Ouais. Et toi, t'as passé quoi ? Ouais. Oh. C'est la lignée du premier. Je garde plus ou moins le même avis que la semaine dernière. Je continue. D'être persuadé que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire et que j'ai pas trop envie qu'on en voit trop non plus. Après, bon, oui, c'est sûr, c'est intéressant, mais je suis pas très fan de toutes ces vidéos, de toutes ces choses. Bon, après, bon, en termes de communication, c'est bien, ça fait vibrer les gens regardent, ils sont contents. Ça Tant mieux. Mais voilà, bon, pas trop non plus, quoi. Après, bon, ça, c'est court, c'est pas mal. Bon, on continue de surfer, comme tu dis, sur cette belle aventure. Pourquoi pas. Je crois que le deuxième épisode est un peu plus long que le premier. Là, il y a 10 minutes tout pile. Je crois que le premier, c'était 7 ou 8, un truc comme ça. Mais voilà, ça reste... pour un supporter du TEF, ça reste quand même divertissant. Donc, Oui, bien sûr. Ouais, quand t'es au boulot entre midi et 2, que t'as rien à faire, ça te fait passer 10 minutes, quoi. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Ça aide. Bon, on va enchaîner. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est bon pour moi. Donc, on va enchaîner, messieurs, avec les résultats de nos internationaux. On en avait plusieurs qui étaient sur le match. Alors je vais m'excuser de suite parce que la semaine dernière j'ai donné des dates de rencontres et bon je dirais pas la source parce pour pas les mettre à défaut, mais Wikipédia. C'était totalement faux pour la plupart, donc je m'excuse totalement, ce n'était pas Wikipédia, donc désolé, je vérifierai par 2 fois mes sources la prochaine fois. Fais gaffe, tu vas devenir journaliste à force de pas vérifier tes sources, toi. Ouais, c'est vrai. Alors, on en avait 6 qui étaient sur le qui-vive avec Nathan Goumou avec les Espoirs qui a gagné 2-0, qui a joué 70 minutes. Et ensuite, il était titulaire encore une nouvelle fois face à l'Arménie. Ils ont gagné 4-1. Et là, il était passeur décisif. Rendez-vous à Istanbul le 9 juin face à l'Ukraine. Les Espoirs qui sont très, 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 très bien partis pour se qualifier. Donc, bon, ça fait plaisir avec une belle génération aussi titulaire. Je crois qu'ils sont mathématiquement qualifiés. Oui, ils le sont. Oui. Je ne sais plus après le format s'il n'y a pas un barrage supplémentaire entre tous les premiers comme ça se faisait à l'époque. Mais Ngoumou devient indispensable, un espoir. Hein. Il s'est vite creusé un sillon vers cette place de titulaire sur son aile. Ouais, après, il n'y a peut-être pas grand monde ici, mais à sa place, je pense qu'il est peut-être pas plus fort. 25 points les Espoirs et 19 points pour l'Ukraine. Et si je dis pas de bêtises, le premier est qualifié directement et le second passe par un barrage. Vu les petites couleurs là. Bon. Je vais pas trop m'avancer non plus. Ça fera encore une connerie de plus à écouter, mais c'est pas grave. Allez, un erratum de plus la semaine prochaine. Exactement. T'as déjà une rubrique de prête, c'est bien.
Denis Genreau, lui, était sur les terrains avec l'Australie. Messieurs, il a gagné 2-1, il a joué 30 minutes. Bon, le gros match est surtout demain face aux Émirats Arabes Unis pour les playoffs du Mondial 2022. S'il a 2022, pardon. 20 ans de retard. C'est bon, le 6 va se péter d'ici 2-3 semaines. T'as déjà mis l'Australie nazi là sur ton papier, donc c'est bon, hein, on est plus à ça près. Hein. Ça, c'est pas moi, c'est. C'est la FIFA. C'est la FIFA. Hein. Pardon. S'il a joué et perdu 1-0 face à l'Égypte, il affrontera le Malawi le 9 juin. Logan Costa, lui, n'a pas joué face au Burkina Faso, mais ils se sont inclinés 2-0 face au Burkina. Et il joue en ce moment où il joue à 17h face au Burkina Faso. Nathan Skita. Togo, non, pardon. Oui, Togo. Nathan Skita, lui, était avec les espoirs finlandais. Il a marqué le but égalisateur et ils ont gagné 3-2. Donc, but de la tête de notre pépite. La pépite. Et cet après-midi, il a affronté l'Azerbaïdjan et il a encore marqué. Et là, c'est une victoire 3-0 de la Finlande espoir. Ils affronteront la Norvège le 10 juin. Enfin, on a Junior Flemmings avec la Jamaïque qui, lui, a marqué et a fait 1-1 face au Suriname. Ils raffrontent le Suriname le 8 juin. Ils affrontent aussi l'Uruguay en amical le 11 juin. Et encore une fois, un dernier match face au Mexique le 15 juin. N'hésitez pas à aller vérifier les infos. Ça fait quand même beaucoup de joueurs internationaux. Hein. On a les gros clubs européens, mondiaux qui se plaignent de cette fenêtre internationale et surtout beaucoup de matchs et finalement une trêve très raccourcie pour les internationaux. Ben, ces phénomènes nous touchent aussi quand on voit le nombre de joueurs qui sont sur le terrain et qui vont encore jouer. Ils vont avoir quoi, 2 semaines de pause, même pas? Je pense qu'ils vont. Alors, nous, on reprend le 26, mais voilà. je pense qu'ils auront une semaine de rab. Ils auront du rab, mais bon, c'est quand même. Par rapport, même si c'est une semaine de plus, les autres, ça fait une semaine qu'ils font rien. Est-ce que là, c'est quand même des matchs internationaux? La fenêtre internationale, elle est vraiment. Enfin, moi, je le trouve dégueulasse et totalement inutile. Mais pas très bien passé. C'est que mon avis, on aura le temps d'en débattre peut-être une prochaine fois. Ouais, mais il faut pas commencer justement avec des joueurs sur les rotules, quoi. Donc. Ah bah de toute façon, ils le sont tous. Hein. Ils sont à 70 matchs par saison. Au bout d'un moment, les mais il faut se poser au bout d'un moment. Tu sais que ceux-là, le premier match amical ou les premiers, ils jouent pas. Hein. Ou très peu, je pense. C'est sûr et certain. La N3, messieurs, elle a fini son championnat. Ils ont gagné 3-2 face à Agde, mais malheureusement, ils échouent à 2 points du podium. Du coup, on a le classement final de la N3 avec Alès qui est promu, Agde second, Aigues-Mortes 3e, le TEF 4e. Le TEF qui finit 4e, alors qu'en mi-saison, rappelez-vous, on était juste devant la ligne de flottaison. Hein. Ouais, donc bon, au final, c'est un bon, on va dire, bon résultat dans un championnat très serré avec Nîmes, l'AS Muret et l'AS Fabrègues qui sont relégués, Blagnac qui se sauve in extremis et Castanet qui finit 8e ainsi que Balma 6e pour les équipes autres toulousaines. Donc bravo à eux. D'autres promus, donc on a Bagnoles-Pont, l'Union Saint-Jean qui est promu aussi, on est le Château qui sont relégués en N2. Par contre on a l'US Colomiers, la réserve de Montpellier. Donc voilà pour nos clubs de la région. Il n'y aura pas eu gros changement quoi, niveau déplacement au final. On gagne un derby de plus avec l'Union, et en fait 2 derbys avec l'Union et Colomiers, mais bon, on perd Muret de l'autre côté, on perd Alès, on récupère Montpellier. Donc, L'Union c'est belle remontada parce que c'est l'Union Saint-Jean du coup, depuis leur refonte du club, il y a vraiment ça marche bien. Ouais, une belle structure. Donc bravo à eux en tout cas. D'ailleurs enfin bref, je le dirai en off. Les U17. Les U17, messieurs, et ça c'est la super nouvelle de la semaine. Alors tout d'abord, on va féliciter Christian Mawissa qui a été champion d'Europe avec le U17 parce qu'on a l'équipe de France qui a été championne de France. Il y avait un Toulousain, donc bravo à Christian Mawissa. Et pour ensuite clôturer cette belle saison et pour faire un départ, on va dire magnifique à Denis Zanco, il allait chercher le titre de champion de France. C'est la première dans cette catégorie U17 pour le TFC avec une victoire éclatante 4-0, messieurs. Après le 4-1 face au PSG, nos Pichouns ont tout étalé sur le terrain et ils en ont mis 4 à Ajaccio. C'est bravo à eux, quoi. Enfin, c'est magnifique. Encore un titre de plus pour le club. Ouais, et comme on l'a dit, il y a quand même une génération dorée qui a l'air vachement intéressante. J'avoue que pour avoir vu les vidéos des buts, il n'y a aucun but de raccro, quoi. C'est vraiment que des actions personnelles ou des actions collectives très très bien terminées. Donc c'est vachement bien joué. Et ouais, pour terminer, voilà, c'est une très très belle saison pour l'ensemble du club. Il manque plus que les féminines maintenant. Très belle transition. Écoute, très belle transition parce qu'elles sont allées gagner 3-0 à l'extérieur dans le premier match de barrage. Du coup, face à j'ai perdu le nom de l'équipe. Mazères, merci. Donc elles ont fait la différence par l'intermédiaire de Bassem. En seconde mi-temps,
le groupe d'Antoine Gérard, d'ailleurs, messieurs, on peut vous le dire, hein, qu'on recevra la semaine prochaine dans l'émission. Donc restez à l'écoute, on aura une interview exclusive du coach des féminines. Donc ensuite on a 2 buts coup sur coup avec le Coq et Rouget. 3-0 à l'extérieur. On va pas dire que c'est fait, mais bon, on a fait un grand pas quand même sur le 2e match de barrage, parce qu'il y aura encore un nouveau match de barrage. Et là, ça sera du gros morceau, ce sera peut-être pas la même chose. Ouais, surtout qu'au final, quand je me suis dit innocemment barrage, quand on voit les résultats, 3-0, c'est bien parti. Je veux dire, pour la montée. Au final, quand on voit, parce qu'il y avait 4 matchs pour de monter à la fin, je crois que Nîmes gagne 7-1, son barrage aller. Donc il y a quand même des équipes. Il y a encore une différence de niveau, comme on a pu voir en poule. Il y a encore une différence de niveau, même entre les leaders de groupe au final. Donc il va falloir se méfier jusqu'au bout pour la finale, et la montée est encore loin d'être faite. Ouais, malgré tout leur beau parcours et leurs super résultats, c'est vrai que rien n'est fait, parce que sur un match, elles pourront tomber sur plus fortes, mais on l'espère pas. En tout cas, dimanche, il y aura le match retour, messieurs, ce sera au Stadium, ce sera à 15h sur les annexes, et en même temps, on vous le rappelle une dernière fois, mais il y a aussi le tournoi des Indians Tolosa qui se déroulera, 5 € pour participer, donc n'hésitez pas à venir déjà au tournoi, ou juste boire un verre peut-être pour voir aussi les ultras, et si vous voulez venir à 15h voir ce match retour, n'hésitez pas à venir, nous on y sera, en tout cas, on va y passer faire un tour pour encourager nos violettes. Je vois pas la news sur les élections législatives, là sur le premier tour. Tu as parlé de barrage aller, mais il y a un barrage retour aussi après. Écoute, ça c'est ton côté pro, ton côté boulot qui parle, mais là on va parler de foot. Mais je peux te dire que Manuel Valls il a encore perdu. Il va se trouver des origines danoises d'ici quelques semaines apparemment. Pour jouer défenseur au TFC là, à la place de Dessler, c'est ça? Côté pro, les gars de nos Toulousains, on a des premières dates des matchs amicaux qui sont apparus, des premiers adversaires. On aura Nîmes, on aura aussi la Sociedad. On va aller à San-Sébastien affronter la Real Sociedad, ainsi que Pau. Voilà pour les 3 premiers matchs amicaux programmés. Bon, Pau, c'est un peu nos sparring partners. C'est ça. Dès qu'on sait pas quoi faire, on joue Pau. Fois de la saison qu'on les affronte. C'est bon. Mais bon, tant mieux, c'est bien. C'est que le foot régional aussi. Ouais, s'échange. C'est mieux, parce que ça fait quand même des années où on ne trouve pas. Montpellier, c'est pas si souvent que ça. Même Rodez, un peu plus, c'est un peu plus régulier Rodez. Mais Nîmes ou autre, c'était un peu moins régulier. C'est bien, je peux avoir une équipe avec laquelle on s'entend bien, à moins de 2 heures de route pour pouvoir faire des amicaux, quoi. Ouais. Et du coup, on aura quand même le Montanico avec la Real Sociedad. Ça peut être sympa, ouais. Le Montanico, putain, toi aussi, t'en ferais une belle de pute de journaliste. Allez, on enchaîne. On va enchaîner, messieurs, je vous rappelle juste pour dimanche prochain, donc 15h pour les féminines, c'est le dernier gros rendez-vous, enfin avant-dernier gros rendez-vous, parce qu'il y en aura sûrement un autre après. Donc dimanche 15h sur les annexes du Stadium. Et maintenant, on va profiter de ce temps et de notre invité qui est avec nous, donc David, et on va enchaîner avec un petit entretien que Vincent nous a préparé. Scandaleux, vous avez été scandaleux, vous nous avez volé la montée. Le jingle est à propos, justement. Ça commence bien. On s'est accueillir, nous, à la feuille. Ah, c'est accueillir, ouais. On n'a pas fait exprès pour une fois, tiens. Allez, on va commencer à. C'était être au shot l'arbitre du dîner de con, mais on n'était pas sûr. On l'avait à une époque en plus comme jingle, c'est vrai. Donc, David, je vais te laisser te présenter. Donc, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc ancien arbitre de touche internationale, tu as commencé depuis ta jeunesse, tu arbitres. Si, d'après les fiches que j'ai lues, moi aussi, je suis sponsorisé par Wikipédia. Tu commences en CFA en 98, national en 2002. Après, tu passes pro, 285 matchs en Ligue 1, une finale de Coupe de la Ligue, une finale de Coupe de France, un quart de finale d'Europa League, un 8e de finale de Ligue des Champions parmi tes faits d'armes. Est-ce que déjà ça c'est juste? Oui, c'est bien, bravo. Est-ce qu'il en manque? Wikipédia est à jour. Est-ce qu'il en manque? Il en manque plein, mais c'est déjà très très bien. Déjà tout simplement pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment tu as découvert l'arbitrage? Comment tu es devenu en fait arbitre professionnel? Je pense que sur votre radio, tout le monde sait que les clubs de la région, mais également de la France tout entière, doivent avoir des arbitres pour représenter leur club et pour pouvoir accéder au niveau supérieur, pour pouvoir avoir des mutés, pour pouvoir ne pas avoir d'handicap en début de saison avec des points qui sont potentiellement enlevés dans certaines ligues. C'est pas le cas sur Occitanie. Donc il faut des arbitres pour les représenter. Donc à l'âge de 13 ans, on est venu nous voir en pupille à l'époque pour nous demander de bien vouloir prendre le sifflet. Donc avec 2 camarades, nous nous sommes lancés et puis j'ai continué, et vu que le ballon dans les pieds ne brillait pas trop, je me suis dit qu'après tout, avec un sifflet, arbitrer Balma, Rodez, Tarbes, Muret, le TFC bien évidemment, c'était pas mal, donc j'ai continué. Et l'évolution de l'arbitrage m'a permis d'arriver dans les moments que vous avez cités.
Bon, on peut déjà situer l'âge de notre invité au mot pupille pour les catégories de jeunes. C'est déjà un premier indice. Il a plus de 25 ans. Ça doit être les U12 ou U13 maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'était, on va pas dire contraint, mais finalement, tu t'es dévoué parce qu'il fallait un petit peu sauver le club. Enfin, sauver le club, aider le club. C'est ça. Puis, au final, tu as continué. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans l'arbitrage Eh bien, ce que je viens de dire. Le fait de profiter le fait de du pouvoir- spectacle, quand même. Ouais, le fait de pouvoir connaître du football de niveau supérieur à ce que j'étais capable de faire avec le ballon dans les pieds. Donc voilà, découvrir du football de haut niveau. Alors quand j'étais gamin, c'était le football régional, donc les pupilles régionaux, les minimes, les cadets, et puis on intégrait les différentes compétitions régionales plus nationales. Donc on faisait comment on appelait ça, les tournois départementaux, les tournois régionaux, donc alors je sais plus, à l'époque c'était les minimes et les cadets. Donc on avait droit aux phases finales, on partait à Nantes, à Vichy, à Paris, et puis on était avec les camarades du football. Donc j'ai fait toute ma jeunesse avec Teddy Richert et Laurent Battels par exemple, et on était très contents de se revoir par la suite quand on se retrouvait sur les terrains de Ligue 1 et puis maintenant peut-être sur les bancs de touche. À quel moment on se dit que ça peut devenir son métier concrètement? Parce qu'on rêve de devenir footballeur, on voit le moment où on progresse, qu'on passe un centre de formation, qu'on a les premiers contrats et autres. L'arbitrage, c'est quand même différent. À quel moment on se dit que ça peut devenir vraiment Je vais vous professionnel? décevoir à aucun moment, puisque les arbitres ne sont pas professionnels, contrairement à tout ce qui se dit. Les arbitres ont un travail à côté. Donc moi, j'étais fonctionnaire de police en région parisienne lors de mon évolution dans l'arbitrage. Puis après, j'ai basculé de la fonction d'État à fonctionnaire des collectivités territoriales. Je suis maintenant policier municipal en région toulousaine. Donc j'ai toujours vécu avec un travail à côté. Nos collègues travaillent à côté. Alors bien sûr, moi j'étais à temps plein, malgré les innombrables désignations qu'il y avait et qu'on arrivait à assumer grâce au congé. Nos collègues actuellement ont souvent du 10%, 20%, 30%, 50%. Stéphane Lannoy, à mon époque, travaillait 8 heures par semaine dans son magasin. Alors je ne fais pas de pub, mais bon, c'était Auchan, dans la région dans le Nord. Voilà, vous le voyez à la Coupe du Monde, vous le voyez au Championnat d'Europe, il devait donner 8 heures hebdomadaires à son employeur. Et Clément Turpin travaille toujours. Voilà, tout le monde a un travail. La seule différence, c'est que maintenant, les émoluments des arbitres ont évolué de manière exponentielle. Et donc, de par ces émoluments, ils peuvent ne pas avoir de travail à côté et se consacrer pleinement à l'arbitrage. Nos arbitres élites, qu'on appelle, donc les 21 arbitres centraux, et je crois qu'ils sont 13, si je ne me trompe pas, ils étaient 15 il y a 2 ans, les 13 arbitres assistants élites touchent des montants mensuels qui leur permettent de ne pas avoir d'emploi à côté. Mais comme les footballeurs, le gros problème, c'est qu'une fois que la carrière est finie, il faut arriver à trouver un employeur, il faut arriver à se reconvertir, parce que ça dure, moi ça a été 12 ans, certains qui sont descendus cette année ont fait 14 ans, et puis d'autres c'est que 8, 9, 7 ans, donc c'est compliqué. On est un peu comme les footballeurs. Ouais, donc c'est quand même un piège, quoi. Même si on peut ne pas travailler, pour l'après-carrière, il faut quand même travailler, quoi. Ah, oui, comme les footballeurs, on est dans un emploi précaire parce que les émoluments ne sont pas ceux des arbitres des joueurs de Ligue 1. On est plutôt du niveau de joueurs de national que de joueurs professionnels. Par rapport à tout ça, quand tu parles de déplacement, etc., de tous ces matchs, comment ça se passe? Est-ce que c'est financé par la Fédé ou par les arbitres, ou c'était aussi de votre poche tous ces déplacements? Est-ce que les frais étaient... où allaient ces frais? Très bonne question. Alors nous sommes dédommagés en fait au tarif SNCF. Donc nous avons des frais kilométriques. Vous allez arbitrer à Dunkerque. Vous partez de Toulouse, vous avez 1000 km, donc vous avez deux fois 1000 km, aller-retour, ça fait 2000. Vous pliez par 0,419 € du kilomètre, et donc ça vous fait 820 €. Avec ces 820 €, vous devez vous payer le déplacement, donc l'avion ou le train, en sachant que le train, c'est la première classe à minima. C'est obligatoire dans les règlements de la Fédération française de football.
Les hôtels, c'est minimum 3 étoiles, donc il faut trouver des hôtels à Dunkerque, pas trop loin du stade où on vient vous chercher. Le repas, c'est à vous de le fournir. Les frais de taxi ou de stationnement au parking, à la gare, à l'aéroport, etc. Tout est pour vous avec le montant qui vous est déduit. Alors il y a une prime supplémentaire qui est de 160 €, qui sont pour les frais justement annexes, donc qui vous permet normalement de payer au moins une nuit d'hôtel. Mais quand vous allez à Dunkerque et que vous jouez à 19h, c'est 2 nuits puisque vous arrivez la veille et vous repartez le lendemain. Mais je trouve ça horrible d'avoir un quota d'hôtel. On a 860 € et en plus on doit aller dans un 3 étoiles en première classe. Pourquoi? Mais parce qu'on explication, on est considéré des sportifs de haut niveau, donc il faut pouvoir se reposer, il faut pouvoir bien voyager. Quand vous voyagez en Europe ou au niveau mondial, même au niveau FIFA, vous êtes en première classe dans les avions. Voilà. Okay. On pourrait dire, après tout, pourquoi faisons des économies et mettons-les en seconde classe. Mais quand vous allez arbitrer au Qatar ou en Arabie Saoudite, il y a quand même quelques heures de vol. Et il faut être capable de se reposer pour arriver en forme. Ok, c'est très intéressant. Et pareil, j'imagine du coup l'entretien, on va dire tout ce qu'entretien physique, par exemple le foot, il va avoir les kinés, le préparateur physique et autres. Vous là, c'est totalement autonome. Tout à notre charge. Donc c'est à nous de nous débrouiller. La seule aide que nous avons de la fédération, c'est que nous avons une montre Polar qui enregistre toutes nos données, que nous transmettons systématiquement de manière journalière à la direction technique de l'arbitrage, où il y a 2 préparateurs physiques pour les 100 arbitres de la fédération, et qui donc de la Ligue 1 nationale, et qui donc sont censés surveiller nos performances, nous dire attention, là tes données laissent apparaître que tu es en surentraînement et donc tu risques de te blesser, etc., etc. On a un suivi à distance avec des obligations de s'entraîner quotidiennement. Il faut prendre bien sûr des médecins du sport qui soient capables de nous suivre et d'être réactifs quand on revient d'un match avec une gêne musculaire. Il faut avoir des kinés qui soient capables de nous faire récupérer le lendemain. Il faut avoir des équipements sportifs à proximité de chez vous pour pouvoir vous entraîner, etc., etc. Et ça, c'est bien évidemment à vous, seul arbitre, de vous débrouiller. Ça me fait halluciner. Oui, on appelle ça l'arbitrage professionnel. Et, vas-y, je permets. Je t'en prie. Les arbitres, j'ai perdu le nom. Vous êtes affilié à la Fédération des arbitres, non? C'est quoi? La Fédération française de football, la direction technique de l'arbitrage. Oui, ça, c'est des TN de l'arbitrage, mais ils sont avec la FFF, non? Oui, la direction technique de l'arbitrage est une branche de la FFF, de la Fédération française de football, comme la DTN, la direction technique nationale, est une branche. Voilà, mais nous, c'est comme pour les ligues, vous avez le CTRA, le Conseil technique régional à l'arbitrage, qui dépend de la CRA, la commission régionale d'arbitrage, et vous avez le DTA, qui est donc le directeur technique de l'arbitrage, et on fait pareil au niveau des ligues, des districts, on est au même niveau. Pour revenir sur ta carrière, à quel moment se fait le choix de l'arbitrage, plutôt de la touche, plutôt que l'arbitrage du centre? Après 2 saisons. 2 saisons en CFA, j'ai attaqué ma 3e année, donc le National 2 maintenant. Et on est contrôlé sur l'ensemble de l'année, on est observé par des anciens arbitres qui nous classent, et en fonction des classements, nous pouvons soit évoluer au niveau supérieur, soit être maintenu dans sa catégorie, soit descendre un petit peu comme les clubs. Et malheureusement, moi, sur la région parisienne, j'allais souvent dans le nord ou dans l'est ou en Bretagne, et mes matchs se passaient toujours très bien. Donc j'avais des notes moyennes où on me disait, écoute, tu as fait un bon match, mais il n'y a rien eu d'extraordinaire sur ton match. Voilà, le bagou toulousain faisait que j'arrivais toujours à trouver dans ces régions un relais originaire du sud-ouest avec qui l'accent passait bien, et on arrivait à faire en sorte que les matchs soient calmes, se passent bien, avec un carton jaune ou un carton rouge par match. Donc voilà, donc j'avais pas les notes pour monter, et la 3e année, notre cher Michel Vautreau, qui était le directeur technique de l'arbitrage à l'époque, nous avait dit que ça serait une des dernières années où les arbitres centraux pourraient partir à la touche. Donc j'avais très rapidement décidé avec certains de mes collègues que si jamais la saison était moyenne sur les premières notes, je demanderais à partir à la touche. Donc voilà, le changement. Un match qui se passe bien est un match qui n'est pas forcément bien noté. Oui, un match où, tout à fait. Il n'y a que moi que ça choque là où un match où en fait l'arbitre ne peut pas se mettre en valeur parce qu'il n'a pas à faire grand chose, n'est malheureusement souvent pas bien noté parce que l'arbitre n'a rien eu à faire. Il n'a pas eu de sanction disciplinaire, il n'a pas eu de sanction technique. Je comprends mieux certaines choses. C'est comme un gardien qui prend pas de but mais qui a pas d'arrêt, quoi. Je lui dis voilà. Justement, il met 5 sur 10 et merci. C'est un bon match justement, c'est-à-dire que l'arbitre a géré son groupe, a géré ses joueurs, a été peut-être plus pédagogue que d'habitude. Enfin, je sais pas. Moi, tout à fait, mais on considère
malheureusement, qu'on n'a pas pu voir toutes les qualités d'un arbitre. Donc un dans les arbitre moments doit être difficiles. sur la sanction en fait pour être bien noté. Ah non, pas dans la sanction, dans l'interprétation des lois du jeu. Si vous n'avez pas d'action de pénalty, si vous n'avez pas d'action litigieuse qui peut amener un carton rouge, si vous n'avez pas un acte dangereux sur un terrain où on peut voir comment vous réagissez, si vous n'avez pas des moments forts. aléatoire. Et on est noté. En Ligue 1, à notre époque, on était noté à tous les matchs, donc du coup, c'était beaucoup moins aléatoire. Mais au niveau CFA, oui, on avait, si je ne me trompe pas, 6 notes à l'époque. Donc vous pouvez avoir. Alors, vous en faisiez une quinzaine, donc vous pouvez avoir 9 matchs super difficiles, mais être noté sur les 6 où tout s'était bien passé. Voilà, donc c'est effectivement très très aléatoire. On va passer maintenant un petit peu sur l'arbitrage actuel. On connaît maintenant le TFC, donc qui a évolué pendant 2 saisons en Ligue 2. C'est un arbitrage qu'on ne connaissait pas forcément, après quasiment avec plus de 15 ans en Ligue 1. Concrètement, c'est quoi la différence entre un arbitrage en Ligue 2 et un arbitrage en Ligue 1 ? Le niveau. Non, Tout simplement. C'est le même, l'arbitrage est le même. Le niveau, vous dites le niveau, c'est comme les clubs de district. Les clubs de district se plaignent de l'arbitrage parce qu'ils ont des jeunes arbitres qui commencent, donc ils apprennent les lois du jeu. Et bien en Ligue 2, c'est pareil, ils ont des arbitres qui apprennent pour pouvoir évoluer en Ligue 1, comme les joueurs, ils apprennent pour essayer de monter. Donc non, c'est pas le niveau, c'est la différence, c'est la vidéo principalement. Après, l'arbitrage était le même avant la vidéo en Ligue 1 qu'en Ligue 2. La seule différence, c'est les noms. Vous avez Clément Turpin qui arbitre plus souvent la Ligue 1 que la Ligue 2, mais vous avez eu des Olivier Tual, des Nicolas Rainville qui sont venus au Stadium cette année, qui ont fait X matchs de Ligue 1, qui sont maintenant rétrogradés en Ligue 2, qui arbitrent quotidiennement en Ligue 2, voire même en National. L'arbitrage, je peux vous garantir que c'est le même. La personnalité des êtres humains qui sont dans les arbitres sont exactement la même en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Justement, tu parles depuis tout à l'heure donc des notes. Donc en fait, il y a des montées et des descentes pour les arbitres, c'est ça ? Tout à fait. Donc comment ça se passe concrètement ? Il y a un classement qui est fait par rapport aux bons ou mauvais résultats ? Par rapport aux notations. Enfin, notation, je veux dire. Par rapport aux notations des arbitres, il y a un classement qui est effectué. Alors, depuis 2013, la direction technique de l'arbitrage a énormément fait évoluer les règlements intérieurs. Donc, même moi, je serais incapable de vous citer les différents classements qu'il y a dans les différentes catégories. Avant, c'était uniforme, tout le monde était vu par des observateurs et tout le monde était classé. Il y avait le seul changement, c'était le nombre d'observations suivant votre niveau. En Ligue 1, c'était tous les matchs. En Ligue 2, c'était moins souvent. En National, encore moins. Et puis en CFA, CFA2, comme je vous ai dit, c'était 4 ou 6 matchs. En Ligue 2, il n'y a plus de notes. C'est la direction technique de l'arbitrage qui décide qui monte et qui descend. C'est un peu arbitraire Vous êtes gentil quand vous dites un peu. D'accord. Donc voilà, à la fin de l'année, ils décident. Ils sont observés par de la vidéo, ils sont observés sur des matchs, mais c'est juste du conseil qui leur est donné. Et en fin d'année, on dit un tel descend, un tel monte. Qui décide ? C'est Monsieur Garabian ? Alors, c'est la direction technique de l'arbitrage, donc M. Garibian, et c'est validé par la CFA, la Commission fédérale de l'arbitrage, dont M. Eric Borghini en est le président, et c'est validé ensuite en COMEX, où M. Eric Borghini est également un des 12 membres du COMEX. On y pense quand un arbitre a cette note-là, au fait qu'on peut descendre. Non, c'est pas quelque chose qui touche, pas comme un joueur qui jouerait le maintien, par exemple, c'est pas cet esprit-là. Sur le moment, non, parce qu'on est dans son match, et autant on n'entend pas le bruit des supporters à droite, à gauche, quand ça joue, ou même derrière soi, quand on est arbitre assistant, autant on ne pense pas aux erreurs qu'on a commises pendant le match, ou après on y pense forcément quand on rentre le soir à l'hôtel, qu'on revoit son match sur des clés USB que nous donne gentiment la télévision, et qu'on se dit merde, là je me suis loupé, et zut, je vais être sanctionné, et voilà. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil, hein. Il y a quand même 38 journées de championnat, donc tout le monde fait des erreurs. Heureusement, l'erreur est humaine. Alors en Ligue 1, il ne devrait pas y en avoir, puisqu'il y a la vidéo. Bon, mais malheureusement, la vidéo ne règle pas tous les soucis, même si 95% des erreurs sont quand même solutionnées. Déjà, en parlant de vidéo, est-ce que tu comprends qu'il n'y ait pas la vidéo en Ligue 2 ? Est-ce que c'est logique pour toi, ou à partir du moment où c'est professionnel, devrait avoir la même chose des deux côtés ? Mais à partir du moment où en conférence européenne, c'est ça qu'on appelle ? Conférence League, ouais. Il n'y a pas de vidéo, pourquoi vous étonnez qu'il n'y en ait pas en Ligue 2 ? En fait, ça dépend du niveau, malheureusement, d'équipement des stades. Donc les stades de Ligue 2 ne sont pas tous conformes pour pouvoir accueillir la vidéo. Et en Conference League, c'est la même chose. Les stades ne sont pas suffisamment conformes pour pouvoir mettre le matériel informatique adéquat. Donc plus les clubs seront UP et plus ils auront l'habitude de se maintenir dans ces catégories-là, plus on pourra équiper tout le monde. Et après, il y a une question budgétaire quand même par la Ligue de football professionnel qu'il faudra valider pour pouvoir en arriver à avoir la vidéo en Ligue 2.
Cette vidéo, c'est un peu la. Ah, vas-y, Elliot. Non, vas-y, je te laisse la C'est priorité. sûr, ça ne dérange pas. Vas-y. Ok, mais du coup, vu que le TFC monte en Ligue 1, est-ce que du coup, ils auront la VAR ou pas? Ah, bien sûr, oui. T'es obligé, Tous- ouais. Tous les matchs de Ligue 1 sont équipés de la VAR. Donc, oui, bien sûr. D'accord, merci. Cette VAR, parce que c'est quand même nouveau dans le football, ça fait des grands débats encore et toujours. Toi, en tant qu'arbitre, tu étais pour ou tu étais contre ou... Alors, je ne l'ai pas connu. Je suis parti en 2016, donc la VAR n'était pas encore intervenue. T'as eu de la Il y avait goal la line, goal non line technologie, Ouais. oui. Ça, il y avait ça, pas c'était la VAR. bien, par contre. Ouais, Je la trouvais goal ça- line ça, je trouve ça technologie très bien, est une grande tête. Ouais. Franchement, quand on voit, c'est là pendant la. Oui, alors je pense qu'il n'y a pas la goal line technologie sur la Ligue des Nations. Non, je pense pas. Peut-être pas. Il y a la vidéo, par contre. Regardez le match de Vincent Le Texier hier soir. Je ne sais plus quelle était la rencontre, où vous avez son assistant qui devait être Mehdi Ramouni, qui valide un but, le ballon tape la barre, rentre à l'intérieur, ressort. Et vous voyez la vidéo étant bien placée, enfin la vidéo qui filme le match, et vous voyez l'arbitre assistant qui lève son drapeau et qui part vers le centre. Donc j'ai souri, je me suis revu quelques années en arrière, chose qui n'existe plus maintenant, puisque quand on ne sait pas, on attend, et puis vous avez la goal line technologie qui vous le dit. Donc c'est bien que nos jeunes aient gardé les réflexes des anciens. Et cette vidéo, tu trouves pas qu'elle, justement, que des fois, elle fausse un peu tout et que les arbitres prennent moins de responsabilités? Pas du tout. Pas du tout. Moi, Ce que- je trouve qu'ils attendent des fois un peu trop, Pas qu'ils du vont pas tout. forcément prendre de Pas décision. du tout, c'est très très mal expliqué dans les médias. L'avis de l'arbitre assistant ou de l'arbitre central est primordial pour la décision qui va être donnée derrière. Ok. Donc si l'arbitre siffle un penalty sur une action litigieuse où vous pouviez siffler Mhm. ou ne pas siffler et où tout le monde dit ouais c'est sifflable, mais eh bien ça sera l'avis de l'arbitre, étant donné que ce n'est pas une erreur manifeste, où tout le monde n'est pas d'accord autour de la table pour dire oui, il y a pénalty, il faut mettre ce pénalty, ça sera l'avis de l'arbitre qui sera donné, et le collègue à la VAR va lui dire ta décision est bonne. Donc, il laissera, admettons qu'il ait sifflé pénalty. Vous avez la même décision sur le même match qui se passe dans l'autre surface 5 minutes après. Cette fois-ci, pour on ne sait quoi, il décide de ne pas siffler parce que pour lui, c'est pas suffisant, etc. Vous avez la vidéo qui va intervenir, qui va voir la même action, qui va dire effectivement, on pouvait siffler, mais effectivement, on pouvait ne pas siffler. Donc vous, derrière votre télé, vous allez vous dire, ben, c'est la même action que tout à l'heure. Donc il va y avoir pénalty. Eh bien non, parce que comme ce n'est pas une erreur manifeste, c'est la décision de l'arbitre. Donc l'arbitre ayant sifflé le pénalty, on confirme le pénalty. L'arbitre n'ayant pas sifflé le second, eh bien on ne confirme pas un pénalty sur le second et on laisse jouer. Et là, effectivement, les gens ne comprennent pas. C'est l'interprétation de l'arbitre. Si je peux me permettre, c'est un petit peu comme au rugby où l'arbitre demande pas ce qu'il a essayé, il n'a pas essayé. Il dit par exemple, est-ce qu'il y a une raison manifeste de refuser l'essai? C'est un peu la même chose. Donc s'il n'y a rien qui prouve vraiment que l'essai n'a pas de raison d'être refusé, ben, il est accepté. Et à l'inverse, par contre, si pour lui il n'y a pas essayé, sa décision de terrain c'est qu'il n'y a pas essayé et qu'il n'y a rien qui prouve le contraire, ben, il reste C'est sa ça, décision de base. Ils ont deux questions à poser qui sont un peu différentes. D'ailleurs, on rigolait parce que quand on se voyait avec les arbitres, puisqu'on se croise lors de rassemblements avec des arbitres de handball, de rugby ou autre, les arbitres de rugby, sans trahir, orientaient un petit peu la question en fonction du résultat qu'ils voulaient. Et ils demandaient si effectivement il y avait une raison d'annuler l'essai ou à l'inverse s'il y avait un motif pour le valider. Enfin, bon, voilà. Et en fonction de comment était Tourner la phrase. notre collègue à la vidéo du rugby nous disait ben, des fois en fait on lui demande de répéter la question. Donc la question change et la solution est plus facile. Bon voilà, c'est des petits trucs, mais c'est pas de la triche, c'est pas Non. c'est juste parce qu'on a des vidéos, on a des images qui permettent de répondre à certaines questions et pas d'autres, comme on a des images qui permettent de valider clairement une décision, enfin d'invalider clairement une décision de l'arbitre, comme on a certaines images où on est incapable de dire est-ce qu'il y a pénalty ou est-ce qu'il n'y a pas pénalty. Vas-y, Oxens. Ouais, pour rester dans la comparaison avec le rugby, bon, c'est vrai que le rôle d'arbitre dans le foot c'est moins flatteur que dans celui du rugby. Justement, pour vous, quels sont les moyens pour renforcer l'autorité des arbitres de foot? On vous parle d'éducation, on vous parle de la société actuelle, mais comme on dit, la société actuelle au rugby, c'est la même, c'est la même que celle qu'il y a au football. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais ils sortent des mêmes villages, ils sortent des mêmes villes. Voilà, je pense que c'est la passion qui entoure le football. Tant qu'on aura cette passion exacerbée autour du football, mais malheureusement, on aura ces comportements exacerbés sur le terrain, que ce soit par les parents encore cette année. Enfin, je sais pas. Ça. Vous avez dû suivre tous les événements qu'il y a. Alors, on a bon dos puisqu'on a changé. Maintenant, c'est plus des violences, c'est plus des insultes, c'est plus des injures, c'est de l'incivilité. Donc voilà, on a changé de terme. On a des incivilités permanentes autour des terrains de football. Ça va mieux.
Ouais, le terme passe mieux, mais c'est pas une mauvaise idée de dire. Parce que malheureusement, la publicité, quand on dit, il y a eu 3 actes de violence ce week-end, et le week-end d'après, on en retrouve 3, voire on en retrouve 4. Ah, mais on a fait mieux, on en a fait 4. De dire, il y a des actes d'incivilité, c'est un peu comme les voitures qui brûlent au premier de l'an, et c'est pareil, chaque année on essaye d'en faire un petit peu plus. Et bien là, c'est pareil, si on dit que c'est des incivilités, peut-être que ça calmera les gens. Il y a un très bon clip qui va sortir mercredi par le district, ça s'appelle par le district de la Haute-Garonne, ça s'appelle Touche pas à mon foot, qui a été tourné sur les terrains de Onne. L'avant-première est mercredi, et ensuite ça va être diffusé sur la violence. Alors c'est des jeunes du club, notamment des féminines, qui sont mises en scène avec des arbitres, des vrais, des arbitres de jeunes. Et puis c'est des parents qui se sont amusés à représenter ce qu'ils entendaient tous les week-ends autour des terrains de football. Bon, ça fait un petit peu peur, mais c'est la réalité. Pour parler un petit peu d'état de santé, donc de l'arbitrage, vu qu'on a commencé à l'évoquer avec des incidents, aussi d'autres soucis, incivilités. Tu supervises l'arbitre aujourd'hui pour la Ligue, c'est ça? Pour la Ligue Occitanie, au niveau. Est-ce que tu vois un changement dans la manière d'arbitrer, ou c'est un changement dans les moyens qui sont donnés aux arbitres d'aujourd'hui par rapport à ton époque, par rapport à quand tu as débuté? Oui, tout évolue. L'arbitrage de haut niveau évolue, et la Ligue, comme le district, essaye d'évoluer pour tirer les arbitres vers le haut. La difficulté, c'est de faire rester les arbitres. Donc au niveau fédéral, c'est une pyramide. Donc en haut, il y en a plein il y en a quelques-uns qui accèdent, et puis quand on y est, on a envie d'y rester, notamment pour les questions d'évolution dont je parlais tout à l'heure. Mais ensuite, en dessous, en CRA, dans la Ligue Occitanie, quand vous faites insulter 1 fois, 2 fois, 3 fois, que vous avez la voiture rayée, qu'on menace vos compagnes ou votre famille qui vient au stade, au bout d'un moment, vous dites stop, j'en ai marre, c'est plus pour moi. Et en district, c'est pareil. Et la grosse difficulté, c'est de faire en sorte de garder les arbitres. Sur le district de Toulouse, Olivier Ledoux, qui est le conseiller technique départemental en arbitrage, forme chaque année plus d'arbitres qu'il n'en perd. Et chaque année, on est un tout petit peu plus que l'année précédente. Sauf que tous les clubs du district se plaignent malheureusement du manque de savoir des arbitres. Mais les arbitres, en fait, c'est leur première année. Et au bout d'un an, ils arrêtent. Donc, en fait, il n'y a jamais de savoir. Donc, pour ça, il faudrait se comporter différemment autour des terrains pour que les garçons puissent rester, prennent de l'expérience comme les joueurs prennent de l'expérience et puis arbitrent mieux. On ne devient pas arbitre comme ça du jour au lendemain en disant tiens, je vais prendre le sifflet, c'est facile. Hein. Non. Je voudrais l'avis de Camille Hermé, éducateur U15 à la JS Cugno. Je suis d'accord, cette année, j'entraîne des U15 donc au niveau D1. Hormis les dimanches matins où certains avaient dû faire la fête, où ils ne sont pas présentés, ça arrivait qu'une fois, donc déjà un peu moins que le. Vous avez la chance, si c'est qu'une fois, vous avez la chance. C'est ça. Après le reste, je les ai trouvés de plus en plus jeunes, dont certains même, je pense qu'ils devaient avoir juste 1 an ou 2 de plus que les joueurs qu'on entraîne ou qui jouaient. Alors moi, mes joueurs avaient beaucoup de mal, beaucoup de frustration, parce que bon, ils sont toujours dans le déni, machin, mais bon, ça, c'est notre problème. Mais j'ai toujours tendance, moi, à aller les voir à la fin et leur faire un bilan de ce que j'ai ressenti. J'en ai fait citer qu'un seul, vraiment une fois où j'ai trouvé ça chouette. Je me force toujours à pas, alors sur le match, des fois, je vais un peu rallouiller ou quoi, mais jamais insulter, être virulent, etc. Parce que ça, j'ai horreur de ça. Et au contraire, on essaie de les accompagner. Et ce que je trouve dommage, c'est que les éducateurs que j'ai rencontrés ne les accompagnent pas. Et ça, je trouve ça dommage. Et alors moi, j'ai que 29 ans, donc je suis un jeune éducateur, et que des fois, je vois des darons qui ont 40, 50 ans, là, qui commencent à les insulter, etc. Moi, j'ai envie de leur dire, mais on se détend. Déjà, on est sur de l'U15, on est sur des départementales, il n'y a pas d'enjeu, il y a juste 3 points à la clé. L'autre, il est là, il est comme ça, il en peut plus. On l'accompagne, on essaie de l'aider. S'il siffle pas hors jeu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'être un peu tout seul dans ce cas-là, quoi. Alors vous êtes tout seul à essayer de l'aider, et en fait, l'arbitre, son gros problème, c'est qu'il est tout seul sur son match. Ouais. Quand vous arrivez sur un match, vous avez 14 joueurs, vous avez un dirigeant qui va vous faire la touche s'il n'y a pas d'arbitre assistant, vous avez 1 ou 2 délégués qui vont être sur le terrain si vous êtes à la maison, vous allez avoir éventuellement un soigneur ou un adjoint avec vous, donc vous êtes une vingtaine de personnes. Lui, il arrive sur le terrain. Des fois, il y a papa ou maman qui l'accompagne. C'est sur le papier, la vingtaine. Hein. Sinon, nous, on n'est que 2-3. Après, 14 joueurs, plus de délégués, les joueurs, d'accord. Assistant, plus un éducateur. On arrive au moins à 19. Oui. Je m'occupe également de foot départemental, donc je vois un peu comment ça se passe dans le bénévolat. Donc, effectivement, un arbitre, il est tout seul, lui, sur un terrain. Alors, il y a son papa, sa maman, son oncle, sa tante, ses grands-parents qui des fois l'amènent. Tout seul aussi. Mais qui ensuite repartent. Quand ils sont à Cugno et qui viennent du Vernet ou de Venerque, par exemple.
exemple, ils repartent et puis ils reviennent 2 heures ou 2 heures et demie après, pour peu qu'ils soient vus en plus par un observateur. Il y a un débriefing après le match, donc les parents n'attendent pas, quoi. Ils reviennent un peu plus tard. Moi, d'ailleurs, Vous avez vu des matchs en parlant d'observateur, cette saison, j'ai eu un problème. J'ai pas eu de problème avec lui parce que je n'ai pas pu lui parler, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment malheureux parce qu'il y avait un arbitre, c'était son premier match. Et bon, on sentait qu'il était un peu timide, un peu machin, il sifflait pas toujours, etc. Et à un moment donné, l'observateur était à côté, il parlait pas. Et je lui dis, mais à moi, il siffle quelque chose, je comprends pas. Et je vais voir l'observateur, je lui demande, qu'est-ce qu'il siffle? Il ne m'a pas répondu, il m'a limite nié du regard en mode, vas-y, barre-toi. Et j'étais là en mode, ouais, mais si le mec il l'observe, il est dans cet esprit-là, comment tu veux qu'il progresse? Bon, je me suis un peu emballé sur le moment, mais ça m'a énervé parce que pour moi, surtout à cet âge-là, il faut être pédagogue. Et moi, à chaque fois, les arbitres que j'ai rencontrés, je leur dis toujours, parlez aux joueurs, soyez pédagogue. S'il y en a un d'ailleurs qui monte plus haut que l'autre, tu le sors et basta, c'est pas un souci. Mais soyez pédagogue, on a juste besoin de parler. Et le mec qui l'observait n'était pas pédagogue, même avec nous. Et je me suis trouvé confronté à quelqu'un qui ne voulait pas échanger, alors qu'en soi, je ne venais pas chercher la petite bête. C'était en mode, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Alors je veux dire que Tu vois ce que je veux dire ou pas l'observateur, en fait, il est là pour observer. Donc il regarde ce qui se passe et à l'issue des 45 premières minutes ou des 90, normalement c'est 90, si c'est à l'issue des 45, c'est qu'il y a vraiment des choses à rectifier, donc il faut qu'on intervienne. Et à l'issue des 90, on fait le bilan et on débriefe. Mais pendant le match, on laisse les arbitres arbitrer. On ne va pas intervenir sur des matchs de championnat. Hein. Oui, bien Pour sûr. de la formation sur des matchs amicaux, pourquoi pas? Et je suis sûr que certains dans leur club le font. Moi, si j'ai la chance d'aller à certains matchs de mon club, s'il y a des jeunes qui sont là, je n'hésite pas à intervenir pour les aider. Je n'hésite pas à répondre à certains éducateurs. Alors le mot Ça, il faut, répondre ouais. est bien évidemment très positif. Hein. C'est pas négatif. C'est pas par méchanceté. C'est justement pour expliquer, pour éduquer, pour faire comprendre que l'éducateur il détient pas la vérité et que s'il a envie qu'on siffle pour lui ou à l'inverse qu'on siffle pas contre lui, il se trompe peut-être parce qu'il a une méconnaissance des lois du jeu malgré toutes les formations qui sont mises en place. Et donc on est là pour travailler, pour expliquer. Et effectivement, quand il y a explication, souvent ça passe beaucoup mieux et les éducateurs sont très contents de retrouver l'arbitre le week-end d'après, même si c'était trompé, parce qu'il y a eu une explication, on a compris pourquoi il s'est trompé, on a compris ce qui lui était demandé, on a compris dans quel sens allaient les lois du jeu sur cet événement-là, et on arrive à se retrouver plus facilement. Pour terminer un petit peu cet entretien, on va revenir sur ta carrière, sur ta vision aussi du football, aussi les clichés qu'il y a un peu sur l'arbitrage. Est-ce que Il y en a un qui me surprend là. Oui, ça tu vas y avoir droit, ça c'est sûr. Est-ce que la légende du coup de pression du président qui vient te voir dans les vestiaires, comme on a pu voir Olas, des choses comme ça, enfin Olas qui allait devant le vestiaire des arbitres parler, c'est quelque chose qui... C'est du folklore. C'est rare, c'est une exception. Non, c'est pas rare. Hein. On avait un garçon que tout le monde connaît, je pense, Giroud, qui venait dans le vestiaire à Auxerre. C'était lui qui vous amenait le ballon du match. Voilà. Personne n'avait le droit d'amener le ballon du match. C'était lui qui venait. Il y avait le shot dans les vestiaires des arbitres parce que chez les adversaires, c'était souvent le problème. Vous savez quoi? Il y avait même la baignoire qui était remplie systématiquement à Auxerre. C'est un des seuls clubs de Ligue 1 où il y a une baignoire. Une baignoire, c'est pas une baignoire, c'est un bassin. Hein. Il y a un bassin et donc à la fin du match, on se retrouve tous dans le bassin d'eau à température correcte pour pouvoir récupérer. Donc c'est pas de l'eau brûlante et ce n'est pas de l'eau glacée. Donc oui, Giroud était maître à la matière. Et donc vous amenez le ballon et puis vous disiez bon, Mexès, ce soir s'il prend un jaune il est suspendu, hein. Donc après nous on joue Paris, hein, par exemple, hein, voilà. Donc voilà, il y avait des petits messages qui passaient comme ça, mais ça ne changeait rien. Nous on est dans notre match. Moi j'ai arbitré plusieurs fois le TFC, je suis fan du TFC, je suis supporter depuis j'ai vu le match de barrage contre Tours perdu, donc en 79 je crois, au Stadium, encore dans l'ancien vélodrome du Stadium. J'ai fait des matchs à Toulouse, j'ai levé le drapeau, refusé des buts au TFC et puis je me dis mais ça fait quoi? C'est pour Toulouse que tu viens de refuser. Mais c'est instinctif, on est dans notre monde et puis voilà, et franchement il y a plein d'arbitres. Tant mieux d'un côté. Mais oui, tant mieux, mais on est tous enfin je vais pas dire qu'on est des robots, mais presque quoi. On a des images dans la tête, le gars il est hors jeu, il est pas hors jeu, il est hors jeu, il est hop tac, le ballon il arrive, clac tac, on le lève, c'est fini et puis on fait pas attention que ce soit des bleus, des verts, des rouges, des violets et blancs, voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où vraiment on sait pas quand on est arbitre, surtout de touche, quand on lève le drapeau quand il y a quelque chose. Est-ce que c'est toujours entre 98 99, il y a vraiment des fois on ne sait pas et c'est l'action, on est obligé de prendre des décisions. On ne sait pas, c'est qu'on n'est pas sûr de tout. Donc oui, on sait la décision qu'on prend et pourquoi on la prend. Je ne vais pas parler pour Nicolas Danos qui a fait la finale de Champions League samedi dernier, mais sur son but qu'il refuse à Benzema, je pense que pour lui, il n'y a pas de souci. Le blanc envoie le ballon à Benzema directement, point barre.
Et puis après, quand il attend ses collègues à la radio qui commencent à parler et qui se dit mais mince, il y a une histoire de rouge qui a touché le ballon. Donc là, il ne sait plus. Lui, ça va tellement vite. Nous, on voit des images et on revoit des images et on n'est pas sûr. Ça a duré 4 minutes l'analyse. Bon, il n'y a pas eu que l'analyse du hors-jeu final. Il y avait également l'analyse sur le premier hors-jeu pour être sûr de tout. Donc ça a duré 4 minutes. Mais à l'arrivée, tout le monde a compris la difficulté de prendre une telle décision, comprendre si le geste des défenseurs était des gestes volontaires ou pas, s'il fallait interpréter ça comme un ballon contré ou un acte technique malencontreux pour dire il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Donc ouais, c'est super difficile d'avoir tous les éléments pour prendre la bonne décision. Mais par rapport aux éléments qu'on a, on est persuadé que la décision... Moi, je me rappelle un match à Dijon, Dijon-Evian, je crois, où je me fais embarquer... Ouais, j'étais sûr, c'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. Où je me fais embarquer par le. En plus, je crois que c'était après la finale de Coupe de France, si je me trompe pas, que j'avais fait. Je me fais embarquer par le défenseur qui est devant moi, ou l'attaquant, je sais plus. Enfin, je suis complètement décalé. Et quand je lève la tête, je vois le gars qui est hors jeu, donc je lève. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout aligné. Et donc, par rapport à l'image que j'ai, moi, c'est-à-dire en jugeant en diagonale, je suis sûr de ma décision. Mais je me dis, mais en fait, j'y suis pas. Donc, alors, je me suis remis l'image. Je me suis dit, si je suis à 1 mètre, ou à. Après, c'était pas 1 mètre, c'était, je sais pas, 80 cm peut-être. Je me dis, est-ce que c'est bon ou pas? Bon, je ne l'ai su que quand je suis arrivé dans le vestiaire, où on m'avait gentiment envoyé la photo vue à la télé. et où j'ai dit, bon, merde, je me suis planté. Donc, voilà. Ça arrive. Oui, bien sûr, ça arrive. Mais ça n'empêche qu'on passe à l'action suivante et puis on a tout oublié. Donc, et c'est ça la force d'un arbitre. C'est d'être capable de se dire, je me suis peut-être trompé. Mais c'est pas grave, je recommence et je repars. Voilà. À l'inverse de certains matchs, j'étais sur un. Je fais un petit coucou à mon ami Patrick Lermite, vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage, où on a fait un Nice-Sochaux. Donc j'invite tous les auditeurs à taper Nice-Sochaux sur Internet en 2005, je crois, août 2005, avec l'expulsion de Florent Balmont. Et où malheureusement, l'expulsion était totalement imméritée, puisqu'il arrête le ballon de la cuisse et non pas de la main. Ça, oui. Ça a été annulé après le carton, il me semble, non? Ah oui, le carton a été annulé en commission. Oui. Par contre, sur le match, il n'a pas été annulé. Le penalty qui a été tiré et arrêté par les Tizi a malheureusement été retiré. Donc là, on a eu du mal à faire comprendre, c'était au Stade du Ré, on a eu du mal à faire comprendre aux spectateurs que ça allait être retiré, puisqu'entre-temps, ils avaient tous eu l'info que le penalty n'y était pas, contrairement au premier tir, où là, personne ne le savait encore. Donc il a fallu qu'on rentre au vestiaire, qu'on fasse une pause, qu'on apprenne qu'à la vidéo on s'était planté, et là malheureusement on a totalement foiré notre suite de matchs, les 30 minutes qui suivaient derrière. Et puis en plus, bien évidemment, pour aller au bout des choses, sur le coup d'envoi, puisque le pénalty est retiré après l'interruption, le pénalty est marqué, sur le coup d'envoi, Nice perd le ballon et Sochaux remarque, donc 2 minutes avant il perdait 1-0, et là il mène 2-1. On a eu les collègues de la police nationale qui sont venus nous chercher. On a pu dormir à l'hôtel. La nuit d'hôtel était gratuite ce soir-là. Voilà, bon, c'était. Enfin, on a rigole maintenant, mais c'était pas plaisant sur le moment. On a Amaury sur le Facebook Live qui nous suit, qui a pas mal de questions à te poser. D'ailleurs, Amaury Delorue ? Non, désolé, malheureusement non. D'ailleurs, futur retraité, puisqu'Amaury arrête. Cette saison, Amaury nous quitte, donc voilà. Il a un très bon commentaire sur la vidéo, c'est pour Oxens. Oxens lui a dit qu'il ne fallait pas parler à l'arbitre, du coup il a fermé sa gueule de toute l'émission. Voilà, ça c'est vrai, j'adore cette remarque. Je veux pas le carton rouge, moi. C'est bien Amaury, c'est un bon. Il est très 6e degré. Il avait une question sur le profil le plus casse-couille à arbitrer. Est-ce que c'est les joueurs un peu maladroits, là il cite du Yago ou autre, qui peuvent faire des fautes ou involontaires, des profils râleurs style, bon là il dit Rissilé, François Fillon, pour citer des exemples de râleurs et truqueurs. C'est quoi le plus difficile à arbitrer? Il prend des joueurs du TFC, là, faut parler des joueurs du TFC, c'est ça? Pas forcément, non, mais le type de profil de Verratti, ta carrière. Non, en fait, on est préparé, on prépare nos matchs, donc on sait quels sont les joueurs à l'heure, on sait quels sont les joueurs techniques, on sait quels sont les joueurs à protéger, donc les joueurs techniques, les meneurs de jeu, voilà, on sait qu'il faut faire attention à ces joueurs-là. Donc on est préparé. Alors sincèrement, j'ai pas de par rapport à ça, même les Balmont, les Roules, tout ça qui sont cités par le nombre de cartons. Jeune Champ, tout à fait. Jeune Champ, qui n'était pas non plus le plus tendre. Mais non, franchement, il y en a aucun. Les plus embêtants, alors c'est peut-être à cause de mon rôle d'assistant, puisque moi j'étais sur le bord de touche. C'est plus les entraîneurs qui eux sont vraiment, non, j'allais dire un gros mot, donc qui eux sont vraiment embêtants et qui en plus ont des propos. Limite. Ouais, qui sont limites, enfin, c'est des gens intelligents, et donc ils ont des propos très intelligents, mais qui font mal. Donc, René Girard,
comment il s'appelle l'ancien entraîneur, Rudy Garcia. Voilà, c'était les deux pires. Alors si vous faisiez un Lille-Montpellier à l'époque, si vous étiez arbitre assistant numéro 1, c'est-à-dire celui qui est côté bande de touche, vous saviez que vous allez passer 90 belles minutes. Et le plus gentil ou le plus sympathique? Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de. Enfin, le moins chiant, alors plutôt. Non, franchement, ils sont tous sympas. Par rapport à ça, tiens, sachant que tu as fait des matchs européens, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence de mentalité entre un coach anglais, italien et un français ou même un espagnol? Alors, non, la mentalité est la même. Donc vous avez des coachs qui sont très embêtants en Italie comme en Angleterre, qui sont italiens ou anglais ou qui sont d'autres origines. Non, par contre, la différence, elle est peut-être sur la contestation et sur les sanctions qui sont prises par l'UEFA, où là, ça plaisante pas. Les sanctions, quand il faut les donner, elles tombent et on voit tous les problèmes qu'il y a dans l'arbitrage, dans le football européen, et il y a de vraies sanctions derrière. Donc voilà, la différence, elle est peut-être là. Ils se contiennent un petit peu parce qu'ils savent que derrière, ils vont être sanctionnés et ils vont être sanctionnés lourdement. Il y avait une question d'Amaury sur justement encore sur l'arbitrage, sur l'évolution. C'est une nouvelle faute, pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a vraiment une solution contre les joueurs qui jouent la montre à fond en fin de match, les fausses blessures, les gardiens qui se couchent sur le ballon? Parce que c'est un truc assez rageant, quoi. C'est ce que font les arbitres. C'est tu siffles pas de suite, tu fais celui qui fait semblant de ne pas le voir. Et puis deux, tu fais rentrer le soigneur de suite. Tu n'attends pas de savoir si le joueur est blessé ou pas. Tu fais rentrer le soigneur, ce qui fait que s'il est rentré, le joueur il a l'obligation de sortir. Et s'il sort, après tu le vois pas. Et si tu le vois pas, il reste dehors. Et là, normalement, tu le fais une fois. Et l'équipe, elle a compris qu'aujourd'hui, ça va pas se passer bien. Donc, ils vont continuer à jouer. C'est un petit jeu entre les arbitres et les équipes. Ouais, mais ça, malheureusement, ça se dit pas assez. Alors que tous les anciens pros qui commentent les matchs à la télé le savent, ils ont tous été un jour victimes, ou leur équipe a été victime de supercherie d'un de ses coéquipiers qui s'est retrouvé pendant quelques secondes ou voire une petite minute ou plus sur le bord de touche en faisant des je peux rentrer. Et puis là, vous êtes dos et puis vous faites le sourd, il y a les oreillettes, mais je suis désolé, elle marche pas. Enfin voilà, c'est un petit jeu. Il y avait Oxens qui a une question, vas-y. Ouais, Amaury m'a tendu une perche sur les simulations. Ouais. Est-ce que pour vous, il faudrait les sanctionner davantage? Il y a déjà un carton jaune. Il y a le carton jaune. Plus de jaunes de temps en temps. Parce que... il faut les voir. Ouais. La difficulté, c'est de la voir, la simulation. Alors, quand on est sûr de soi, c'est là où on siffle coup franc indirect, on lève le bras, on se retourne et on met le coup franc contre le joueur qui est tombé. Mais il y a des fois où les joueurs, ils tombent et alors tout le monde à la télé, oh là là, il a cherché le pénalty, etc. Mais nous, à vitesse réelle, on se dit, il y a un contact, mais est-ce que le contact est réellement suffisant pour le faire tomber? Et donc, comme vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'allez pas sanctionner un garçon d'un avertissement, sachant que derrière, il peut être suspendu, etc., comme on disait tout à l'heure. Donc, vous laissez le jeu se dérouler. Bon, après, rien ne l'empêche de passer à côté et de lui dire, c'est ce qu'on faisait avec Mathieu Valbuena. On lui disait, Mathieu, aujourd'hui, arrête, tombe pas parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Donc, on ne sifflera pas, donc arrête. Et il rigolait avec nous. Enfin, mais ça, tu le fais au bout de quelques années d'arbitrage de haut niveau. Quand tu arrives, tu es tout jeune et tu ne peux pas te permettre de dire ça à des joueurs de ce statut-là. Ce soir, pas de coup de tête. Voilà. Quel regard tu portes toi, maintenant sur l'arbitrage français de haut niveau? Enfin, on a quand même en France pas d'arbitres qui ont été on a eu un arbitre en finale des champions. C'est faux. Mais on n'a pas eu d'arbitre en Coupe du Monde sur la dernière Coupe du Monde. On n'a pas eu d'arbitre central. Mais bien sûr, Clément Turpin était en Coupe du Monde. Alors pas d'arbitre dans les phases finales ou très peu d'arbitres. Il y a eu, peut-être pas la dernière Coupe du Monde. C'est faux. Alors c'est une vision des euros. On n'a pas eu de. Je me permets de vous contredire parce que c'est une vision des journalistes qui est totalement fausse. Comme on dit, les arbitres, on ne peut pas leur parler, etc. C'est totalement faux. Alors on prend une image d'un arbitre sur un match et on dit regardez, il est fermé, il discute pas. Alors on a malheureusement Tony Chaperon qui à l'époque, quand il s'était fait traiter de raclure de bidet par le président de Valenciennes, qui avait dit ok, j'ai compris, il faut pas parler, mais je parlerai plus. Donc effectivement sur un terrain, le pauvre Tony il parlait plus. Donc on voyait les images de Tony, regarde, on lui parle, il répond pas. Mais quand il répond, on traduisait ça dans les journaux comme quoi il avait insulté le joueur ou autre. Donc il avait résolu le problème en faisant ça. Après il a résolu le problème en enregistrant les joueurs quand ils venaient lui parler, bien lui en a pris, puisqu'à Brest contre Auxerre justement, on avait soi-disant dit qu'un de ses assistants avait eu des propos racistes envers un joueur. Chose qui a été démentie d'abord par les joueurs qui étaient autour, qui avaient dit qu'ils étaient à côté et qu'ils avaient tout entendu, alors que sur la vidéo on voyait qu'ils étaient en train de s'échauffer au
piqué de corner et que c'était passé à la ligne médiane. Et ensuite, Très par bonne le ligne joueur aussi. lui-même. Voilà. Bon, donc ça s'était arrêté, et tant mieux. Ça sert à rien d'envenimer les choses sur ce terrain-là. Donc non, l'année dernière, vous avez quand même un arbitre qui a fait une finale d'Europa League. Vous l'avez oublié, Villarreal-Manchester United. Cette année, on fait une finale de Champions League. Ouais. En 2018, vous aviez Clément Turpin qui était à la Coupe du Monde. Pour moi, la finale de Champions League, c'est parce qu'elle est en France, on a voulu faire plaisir aux Français. Mais c'est ce ressenti-là que j'ai. D'accord. Alors pourquoi Kakir n'a pas fait la finale C'est- européenne en juste- Turquie? J'ai pas l'impression. Quand on me cite des entraîneurs, des arbitres, certains arbitres étrangers, il y en a certains noms qu'on connaît qui sont présents en France, hormis peut-être Monsieur Turpin et Madame Ripard, parce que c'est la seule. Frappard, pardon. Ripard, ouais, c'en est un autre. C'est un joueur de Nîmes, je crois. Qui est une femme Ouais. qui arbitre, c'est une des premières, etc. Le reste, j'ai pas l'impression qu'on les met en valeur ou qu'ils soient. On qu'ils a soient parlé vraiment d'Amaury là. Delorue tout à l'heure, vous connaissez Oui, non, mais bien sûr. François Le Texier. Ouais, en Oui, France, mais je les ouais, connais en mais en France, dehors de la sur la scène France, j'ai européenne l'impression ou quoi, qu'ils sortent on pas les- trop. Pas l'impression qu'ils ressortent tant que ça. Nous avons 3 arbitres français qui sont en top liste, Ok. qui sont au plus haut niveau de l'arbitrage européen. François Le Texier, Benoît Bastien, qui était d'ailleurs sur la finale de Champions League, et donc Clément Turpin. Avec ces 3 arbitres, vous avez automatiquement 6 arbitres assistants, qui donc font les plus... Alors, Benoît et François arrivent, donc ils vont monter petit à petit. Oui, Ils vont faire comme Clément. Clément a commencé par des demi-finales, il a commencé par des 8e de finale. Voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Mais là, on a un arbitre alors, n'en déplaise à des supporters de Marseille, de Paris ou de Lyon. D'ailleurs, c'est bizarre parce que des fois c'est Marseille qui est pas content, des fois c'est Lyon, des fois on ne prend que des décisions qui sont de toute manière impopulaires. Donc on ne peut automatiquement, quand on arrive au plus haut niveau, qu'être détesté par tout le monde. Parce que c'est vous, alors Clément et son équipe font tous les week-ends, ou quasiment, les matchs les plus importants du championnat de France. Donc tous les week-ends, ils vont prendre des décisions qui vont être impopulaires. Un coup contre les Bleus de l'OM, un coup contre les Rouges et Blancs de Lyon, un coup contre les Rouges et Bleus du PSG, etc. etc. Mais si vous reprenez un peu tous les matchs et tous les fils des matchs, vous vous rendez compte qu'en fait, tout le monde leur reproche quelque chose. Mais que la décision, elle n'est pas forcément, et surtout maintenant qu'il y a la vidéo, elle n'est pas du tout erronée. Bon, il y a eu le petit couac sur le match de Lyon, malheureusement, où la vidéo lui fait contredire une décision à Clément qui n'aurait pas dû être contredite. Mais voilà, c'est les 5% où malheureusement on se trompe. Mais nous, on se trompe 5%. Voilà. Je voudrais bien savoir combien les attaquants de ces clubs-là se trompent. Les gardiens oublient de relancer devant leur but et se font éliminer en Champions League, etc. etc. Voilà, petit clin d'œil. J'ai rien contre les gardiens italiens. Allez, pour terminer, juste te poser Moi non quelques. plus, j'ai un côté gardien comme ça. Je vois pas qui tu regardes, c'est pas très radiophonique ça. C'est cadeau. Juste des questions très rapides, tu me réponds pour, contre, oui ou non. Donc pour ou contre la VAR. Pour ou contre la diffusion en télé ou en radio des échanges micro avec les arbitres. Un grand pour. Pas qu'avec les arbitres, avec les joueurs. Oui, aussi, avec les arbitres, les joueurs, comme ça peut se faire Oui, déjà comme on en entend un rugby. peu au rugby. Pour contre les arbitres de surface, ça a disparu, mais à une époque ça existait. Bon, oui, alors rigolez pas, j'ai fait partie de la première expérience sur un championnat d'Europe 17 ans à Chypre. Avec Tony Chaperon, Saïd Njimi, Olivier Tual. Je suis désolé, j'ai jamais vu un mec de surface prendre une décision. Mais vous vous trompez encore une fois. De moi de mon Ouais, vécu, je mais dis pas parce qu'il que y en a vous pas ne- eu. oui, et vous De ne mon le verrez vécu, il y en a jamais. pas eu un. Vous ne le verrez jamais. Les joueurs l'entendaient. Parce qu'en fait, vous bipiez l'arbitre. Vous aviez des drapeaux. Mais ça, on le sait pas, ça faut. Eh oui, faut mais je sais, mais l'expliquer. c'est. Eh oui, mais vous êtes journaliste. Non. Allez chercher les noms. Non, je transmettez suis pas les bonnes journaliste. choses. Non, je suis pas journaliste. En fait, les arbitres de surface avaient un drapeau à la main. On enlevait juste la hampe du drapeau. Donc, on avait une espèce de bâton. Mais c'était un drapeau. Et il y a un bip dessus. Ok. Et donc, l'arbitre, de surface, lorsqu'il faisait intervenir l'arbitre central, il bipait. Et s'il n'y avait pas de bip, c'est qu'il ne se passait rien. Ok. Tout simplement. Voilà. Plus les oreillettes, bien sûr. Est-ce qu'il y avait pénalty contre Nantes en barrage sur le match TVC Nantes sur la main? Est-ce qu'il y a penalty sur Nilmar? Sûr. Nilmar. PSV Eindhoven, Olympique Lyonnais, quart de finale de Coupe Ah. d'Europe en Alors, 2005-6. les lois n'étaient pas les mêmes à l'époque, hein, ça a évolué. Mais non, je suis désolé pour le président Comoli que j'apprécie. Il n'aurait pas dû s'emporter, il a été sanctionné, c'est normal. Non, il n'y a pas pénalty. Si on peut réfuter peut-être une chose sur ce match-là, sur ce barrage-là, personne n'en parle et c'est bien dommage, c'est le carton rouge qui a été adressé aux Toulousains pour son pied dans la tête. Vous vous rappelez? En fin de match, il y a un Toulousain qui rentre, il met le pied dans la tête, je ne sais plus qui c'est. Ngoumou, je crois.
il prend un rouge. Vous regardez le match Je aller, crois que c'est Ngoumou. Ouais. il y a Oui, il a raison. il y a exactement le même geste. Oui, Au on l'a bout de dit. 20 minutes Oui. d'un joueur nantais. Si, Alors, ça bon, me le parle. match aller, Toulouse a été très mauvais. On le Et- perd là au match aller surtout. Et Mais voilà, oui. et on perd notre Mais oui, je suis potentielle d'accord, ouais. montée. Ouais. Oui. Mais au match aller, vous avez la même décision qui, on voit l'arbitre qui C'est hésite. Palois, je crois, qui fait un peu la même et qui prend pas le. Peut-être. qui prend pas Alors le en rouge. plus, si c'est Palois, vous imaginez le vide que ça aurait pu être pour Nantes derrière. Ouais. Voilà. Et voilà, parler de ces deux décisions et de dire, mais on comprend pas l'arbitrage parce qu'il y a deux actions similaires, il y a deux décisions différentes avec deux arbitres différents et on a chacun de nos personnalités. Donc ça peut s'expliquer pourquoi l'un met que jaune et l'autre met rouge. Mais sortir cette image, non, il est à 30 cm de lui, non, on peut pas siffler pénalty sur ça. Mais comme pendant la saison, on en a vu des comme ça, mais effectivement, les gens se servent de celles qu'on a vues. Mais ils nous disent pas toutes celles qu'on a vues identiques et qui n'ont pas été sifflées. Allez, petite dernière question pour terminer. Est-ce que être arbitre et ne pas être chauve est un handicap? Être arbitre, pardon? Et ne pas être chauve est un handicap niveau Il ne peut crédit. être chauve ou chauvin? Chauve. Chauve, non, parce Parce que qu'il y a alors, quand même beaucoup. avant Monsieur Colina, être chauve n'était pas un handicap puisque personne n'était chauve. Mais l'arbitrage, c'est aussi ça. C'est la mode. C'est une mode. Non, mais c'est une gueule. Ouais, c'est vrai. Du C'est une charisme. gueule. Et Colina, Ouais. quand il est sorti et qu'il a été porté au nu par tout le monde, quand il faisait ses gros yeux Oui. avec sa tête chauve, tout le monde disait waouh, quelle personnalité. C'est pareil, Clément, il donne l'impression d'être dédaigneux par rapport aux joueurs. Mais quand il leur fait les signes avec les sourcils, etc., Clément, il n'est pas aussi grand que Colina. Donc il faut trouver d'autres moyens pour être accepté. Et les joueurs l'acceptent tel qu'il est. Donc voilà, franchement, c'est l'arbitrage, c'est aussi avoir de la gueule. Pourquoi justement beaucoup d'arbitres deviennent policiers, enfin, ou sont policiers? C'est l'amour de siffler, Je sais c'est pas, sanctionné. C'est l'amour L'ordre. d'être détesté, peut-être. Je sais pas. Non. Ouais, il y a beaucoup d'arbitres qui sont policiers, mais. Non, je sais pas, c'est certainement une passion, c'est la personnalité de chacun qui a envie de rendre la justice tout le temps au bord du terrain ou sur la voie publique. Les deux dernières d'Amaury, très rapidement, c'est des petites blagues. C'est le spray pour tracer la ligne, c'est pas mal, mais est-ce qu'une lacrymo, ça serait pas pratique aussi? Et la dernière, tout le monde crie au chien de l'arbitre. Saint-Étienne, oui, Ouais. on peut le lacrymo, ça serait pas mal. Ils l'ont fait tout seul. Tout le monde crie au chien de l'arbitre, mais est-ce qu'une fois tu y es déjà allé? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, non, en fait, pendant le match, non, mais ouais, il y a des arbitres qui ont quitté le terrain et qui sont allés aux chiottes pour faire, encore une fois, je fais le parallèle avec les joueurs, comme les joueurs, hein, c'est arrivé, on en fait Ouais. tout un plat et on fait des reportages quand on voit le joueur partir aux toilettes ou parvenir à la mi-temps parce qu'il n'a pas fini. Et les arbitres, ouais, c'est arrivé, je crois, une fois. Tu es en train de dire que les arbitres et les joueurs sont des humains et qui vont aux toilettes. Ouais, Oh là j'ai là là. j'ai même un arbitre national à Calais qui a uriné au piqué de corner. Ça avait fait la une de France Football. Barthès, ça. Non, c'est pas un gardien, un arbitre. Un Oui, arbitre non, mais il a fait une central, pardon. Barthès quand Ah même. oui, Après, pardon, surligné ouais, sur tout le- à fait. Voilà, donc ouais, on est humain, on est comme les joueurs, comme les entraîneurs, comme les dirigeants. Sauf que nous, on n'insulte pas. Allez, juste pour terminer, aujourd'hui, ça, tu es faut aussi dirigeant donc d'un petit club local, tout à la fait. Segarona, je peux nous en parler un petit peu? L'Athletic Club Garona, c'est un club qui a fusionné l'été dernier après un an d'entente entre trois villages, Villatte, Pain-Justard et Roquette. C'est dans le sud de Toulouse, à côté de Muret. Voilà, on part d'une feuille, on va dire blanche, avec dans un club du foot à 11 intéressant, dans l'autre du foot d'animation. Et on essaye de créer un esprit village, de faire monter ce club au plus haut du district si possible. On a même les U17 qui montent en U18 régionaux. Donc on va se balader sur l'Occitanie l'année prochaine et faire découvrir les couleurs rouge et noir de l'Athletic Club Garona, la CG, comme on l'appelle. Avec déjà les jeunes ont inventé des petites chansons. Donc c'est assez sympathique, c'est très bon enfant. Voilà, autour du terrain, les parents des catégories U6, U7, U8, U9 viennent avec leurs enfants le dimanche ou le samedi voir les matchs et c'est assez plaisant, ça anime le village, ça fait des sorties, enfin les villages puisqu'il y a 3 villages, donc c'est sympa, je vous invite à venir voir. Parfait, merci. On va clôturer cette émission. Merci beaucoup, David, d'avoir Avec posé plaisir, ces merci questions. de Je votre pense qu'on invitation. on aurait pu passer encore 1 heure, on a encore plein de Ah choses à oui, dire. sur l'arbitrage, mais oui. C'est super intéressant parce qu'on a appris plein de choses. Je pense que pas mal de nos auditeurs ont appris des choses. Moi, j'en ai appris en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi, Elliot, pour la technique. Merci Oxens, merci Vincent. Et je dédicace moi cette émission à Robert Grisola qui était Tout à fait. qui est éducateur à la JS Cugno, qui est décédé la semaine dernière. Donc bon courage à toute sa famille. Et il y aura un rassemblement demain à 18h. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était un peu une légende du club. Il s'occupait des pitchous des U6, U5 et que ça il était au club depuis 40 ou voire 50 ans, enfin depuis les années 60 je crois.
Donc voilà, c'est tout le monde y est passé entre ses mains. C'était quelqu'un de très Je confirme. gentil, très chouette. Voxens, il a eu. Donc voilà. Je pense On que le 18 juin, qui est le tournoi de la JS Ouais, le Cugno, tournoi caisse, ouais. qui était, c'était la C'était pierre son angulaire tournoi, du ouais. tournoi, je pense que ça va être marqué par l'émotion. Oui. La CG sera présente à ce tournoi. Eh bien, on s'y Et un retrouvera. grand coucou à Robert Lao. Ouais. Et donc voilà. Et à la semaine prochaine, du coup, avec l'interview du coach des féminines, donc Antoine Gérard, qu'on ira rencontrer, et on vous balancera tous les petits sons la semaine prochaine. Alors, on se retrouve du coup mardi et dès demain sur Spotify, YouTube et toutes les plateformes d'habitude. Ciao ciao.